Amis des microprocesseurs, bonsoir. Dans ma série Colis de fans, je vais avoir l'honneur et l'avantage ce soir de vous présenter une carte qui m'a été donnée par Patrick, un membre du groupe Facebook Sero.org que j'ai eu l'occasion de rencontrer et qui m'a donné cette carte justement dans ce cadre-là, en pensant avec justesse, je pense que ça pouvait être intéressant de faire une petite vidéo dessus pour la présenter. Alors, découvrons-la ensemble. Alors, voici ce que je vais vous présenter ce soir. Donc, comme on peut le voir, c'est une carte assez grande qui, d'après ce que je sais, vient d'un automate pour passer des cassettes vidéo de marque Sony, comme on peut le voir ici. Et donc, c'est une carte CPU qui, à voir les dates code, je veux dire, à mon avis, était, on va dire, dans les années 90 par là. Alors, on va voir que, comme ça, moi j'ai pas beaucoup d'infos sur cette carte, mais en la regardant, on peut voir un certain nombre de choses assez intéressantes. Alors déjà, à tout seigneur, tout honneur, on peut voir ici le microprocesseur, qui est un MC68000 P8. Et donc le 68000, c'est un des tout premiers microprocesseurs 16 bits, de largeur de bus, qui a été fait par Motorola. C'est un processeur qui a eu, entre autres, son heure de gloire, parce que les premiers Macintosh sur lesquels j'ai travaillé, les Lisa aussi, avaient ce genre de microprocesseur ici. Et donc, c'est un microprocesseur qui est relativement puissant, enfin, je veux dire, par rapport à la génération d'avant de la série des 6800 et tout ça, qui a ce qu'on appelle un CISC, c'est-à-dire qu'il a des instructions très puissantes, quasiment en une ligne d'assembleur, on peut bouger un bloc de mémoire. Enfin voilà, bon, on va pas faire un cours sur le 68000. Alors lui, il a le droit d'être sur support. Alors, c'était aussi un petit peu la fin des boîtiers comme ça, parce qu'après, il devenait trop gros. Déjà, le 68000, il a existé en ce qu'on appelle un chip carrière, en carré, mais je veux dire, quasiment à cette époque-là, après, vu le grand nombre de pattes, et pour aller vite et tout, les boîtiers ont changé pour devenir plutôt des boîtiers carrés, chip carrière, PLC, machin. Enfin bon, après, il y a eu plein de choses. Donc, déjà, ce qu'il faut bien voir, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui sont familiers avec des microcontrôleurs. La différence fondamentale entre un microcontrôleur et un microprocesseur, c'est qu'un microcontrôleur, c'est un circuit qui, dans le même circuit, intègre non seulement le microprocesseur, mais un certain nombre d'entrées sorties. Donc, tout ce qui va gérer justement les sorties, généralement, ça va intégrer aussi la RAM, la ROM, des CTC, des UART, enfin voilà, c'est vraiment un truc qui est complet. Alors que là, non, ça c'est vraiment le microprocesseur, il fait que microprocesseur. Tout seul, il peut rien faire. Et donc, pour un microprocesseur, à minima, il lui faut de la mémoire, et ici, deux sortes de mémoire. Donc la mémoire ici, qu'on appelle la mémoire morte, qui contient le programme, le firmware, je vous en ai déjà parlé, et éventuellement de la RAM. Alors, on en doit, à 68 000, je suis pas sûr. Il y a des microprocesseurs, on pourrait les faire marcher. Moi, je l'ai souvent fait avec des Z80 qu'avec de la ROM. Bon, faut prendre quelques précautions. Enfin, bon, généralement, surtout sur une carte comme ça, il y en a. Donc ici, la ROM, on voit que c'est 4 mémoires 27 C512. Donc ça fait 256K. Alors en même temps, c'est très souvent là que les boîtiers vont forcément par deux, parce que il a un bus d'adresse ici de 16 bits, alors que ces mémoires là c'est des 8 bits. Donc généralement, voilà, le programme là, on sépare ça, on va dire, en deux parties, la partie haute et la partie basse du bus, pour faire ici les mémoires. Donc ça ici, donc c'est la ROM. Donc à cette époque-là, on faisait beaucoup ça, des mémoires donc, qui étaient programmées ici, effaçables aux UV. Ensuite, bien sûr, il y a de la RAM. Alors ici, quand on voulait beaucoup de RAM, souvent on utilisait ce qu'on appelle de la mémoire dynamique. C'est une mémoire qui permettait à relativement faible coût d'avoir des capacités assez importantes, mais qui avait un inconvénient très important qui était il faut la rafraîchir. En gros, toutes les millisecondes, si je me rappelle bien, il faut de temps en temps faire une commande qui permet de rafraîchir dans la mesure où l'information est gardée dans la capacité parasite d'un transistor MOS. Alors là, ils n'ont pas fait ce choix-là. Alors je pense pour une raison principale qui n'est pas tellement la simplicité, parce que bon, à la limite pour Sony, gérer de la mémoire dynamique, je pense que c'était pas vraiment une complexité, mais on peut le voir ici, à cause des piles ici, c'est que manifestement ils voulaient que la mémoire soit sauvegardée.
Et déjà, on peut voir ici un truc qui est intéressant, c'est que les boîtiers ici, c'est des D43-256AC-12L. Et le L, justement, hein, c'est des mémoires qui étaient spécialement, on va dire, zéro power, qui étaient faits pour pouvoir être backupées, en fait. Et c'était le rôle ici de ces batteries, qui, à mon avis, doivent être mortes maintenant, hein, ici, mais qui était donc de garder l'information ici. Alors là, c'est quand même pas mal, c'est une sacrée mémoire backupée, hein, parce qu'ils ont vraiment tout backupé ici. Et ça fait comme 384 K de mémoire, ce qui est pas mal. Pour info, hein, le premier Macintosh 128 qui est sorti, il avait beaucoup moins que ça. Hein, il avait 128 K de mémoire et de ROM. Je ne me rappelle plus, mais enfin, à la limite, c'était moins que ça. Hein. Donc, voilà ici pour cette partie-là. Alors, là, on a parlé du microprocesseur, des mémoires. Alors, d'avoir qu'un microprocesseur des mémoires, c'est bien, mais ça ne sert pas à grand-chose. Hein. C'est un peu comme la mémoire à écriture seule. Parce que ce système, eh bien, ici, il ne peut pas communiquer avec l'extérieur, ça ne sert pas à grand-chose. Il va faire des programmes qui servent à rien quelque part. Donc au niveau entre sorties, là, on voit qu'il y en a un certain nombre. Ici, on voit qu'il a utilisé donc un UART. Hein, ça c'est un UART de la famille Z80, hein, comme on peut voir ici. Voilà. Et alors c'est un UART qui contient deux canaux, hein, quasiment identiques, et donc qui permettent de gérer deux ports série. Ici, alors c'est normalement le 68000, il était plutôt fait hein, pour gérer les périphériques de la famille, on va dire un peu Motorola, avec le fameux signal qui s'appelle VMA et des choses comme ça. Mais bon, en bricolant un peu, on arrivait à interfacer d'autres familles. Donc là, je ne sais pas pourquoi ils ont pris ce truc-là. Donc là, il y a cette UART double et ce circuit ici qu'on appelle un CTC. Hein. Alors ça, un CTC, c'est un circuit qui va permettre de compter. Hein, dedans, il y a un certain nombre de compteurs. Et ces compteurs, on peut les charger, les faire compter soit des impulsions extérieures. Hein, par exemple, on va compter, je sais pas moi, des impulsions qui arrivent de l'extérieur. Et quand on arrive à une certaine valeur, eh ben, ça va déclencher une interruption qui va permettre de le savoir. Soit, bien sûr, souvent on utilise ça un peu comme timer. C'est-à-dire qu'on met une horloge dessus. Et ça permet d'avoir une interruption, par exemple, toutes les millisecondes. Donc ça, c'est des circuits qu'on trouve excessivement souvent, hein, ici. Alors là, on peut voir qu'on retrouve ici deux circuits super connus, un MAX 232, hein, donc qui est un convertisseur de niveau logique vers des niveaux, on va dire, compatibles RS232, V24, hein, et ici, un MC3401 qui fait du RS422. Donc a priori, comme il y a deux canaux ici, bah, il y a un canal donc en RS232 et un ici donc en RS422. Hein. Et le Max 232, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il permet à partir d'une simple alim 5 volts de régénérer les tensions positives et négatives, ce qui simplifie bien le design. Donc voilà ici pour cette partie-là. Alors, il faut bien sûr une horloge à tout ça. Hein, donc... le 68000 ne contient pas d'horloge intégrée, il lui en faut une, et il faut aussi bien sûr une horloge ici pour ça s'appelle un baud générateur pour l'UART, dans la mesure où c'est pareil, lui il ne sait pas générer ça. Alors pour générer les fréquences de transmission, soit on le fait des fois justement avec des compteurs timer comme ça, ou à mon avis c'est le rôle ici hein, qu'on voit là des petits résonateurs là, ici, hein, de faire ici je pense les horloges et celle du microprocesseur, je pense que j'ai pas vu de quartz, et celle éventuellement pour ça. Encore une fois, hein, j'ai pas tellement d'infos sur cette carte, on va dire c'est un petit peu de la déduction. Alors en parlant d'horloge, il y a aussi ici ce circuit là, hein, qu'on appelle un RTC, hein, pour Real Time Clock, et ça, c'est des circuits qu'on trouve, hein, toute la série des DS machin là, pour Arduino ou autres. Mais là, ce circuit, grâce à ce petit quartz horloger là, de 32768, et il devait aussi être alimenté ici par les batteries, bah, lui avait donc la capacité de garder l'heure, même en cas de coupure. Alors les premiers circuits comme ça, RTC, ils étaient très chiants à programmer, parce que fallait faire très gaffe, on les lisait au moment pile d'un changement de seconde ou autre. Hein, il y avait des circuits, c'était des MM... je sais plus combien, 174 de national, là j'en avais chié à programmer ça. Bon maintenant, après ils ont amélioré, puis maintenant tous les circuits là, qui sont souvent même avec des bus série, les RTC modernes, là, ça c'est beaucoup plus simple. Et après, on voit qu'il y a aussi pas mal d'entrées-sorties qui sont simplement faits ici, comme je vous l'avais déjà montré avec la carte là sur les feux rouges, avec des registres hein, ou
ou carrément des portes tristet là. Et après, tout ce circuit-là, c'est toute la tripaille de décodage d'adresses, choses comme ça. Ici, on peut trouver des circuits intéressants, hein, qui sont des circuits, hein, comme le TL7705 par exemple, qui permettent de monitorer, c'est ce qu'on appelle des superviseurs d'alimentation, ce qui fait qu'en cas de baisse de tension déjà trop basse, ils vont faire un reset, mais surtout ils font aussi un reset super clean au démarrage, justement quel que soit un petit peu le démarrage des alimes, et ça c'est pareil, j'ai énormément utilisé de ces circuits là. Il en existe même qui font aussi office de watchdog, celui-là je ne sais pas si c'est comme ça. Donc on retrouve ça ici, bon, des switches, hein, qui permettent de faire différentes configurations. Là on voit un afficheur qui, après voilà, je ne sais pas à quoi il sert, mais permet sans doute d'afficher des états de la carte ou des choses comme ça. Ici on trouve deux switches très classiques, un reset et un NMI. Un NMI ça veut dire Non-Maskable Interrupt. C'était souvent sur le Macintosh, ça c'était ce qui servait entre autres à déclencher le débugger. Souvent en effet, hein, ça va déclencher ce qu'on appelle une trappe, hein, dans 68000. Il y a une exception, hein, quelque part, qui généralement fait tomber le programme dans un mode plus ou moins spécial. Alors ça peut être un débugger, ça peut être... enfin après tout dépend de ce que le développeur a voulu faire. Donc voilà, hein, donc c'est surtout un circuit... alors, à coup sûr, 2 couches, maintenant il y en a peut-être plus. Alors, ce qu'on peut voir, c'est que, bon, je ne l'ai pas démonté ici, il y a un très beau blindage ici derrière, hein, donc qui protège comme ça. Donc, on voit que c'est relativement serré. Alors, c'est pas le plus serré que j'ai vu, hein, parce qu'on voit qu'il y a quand même un peu de place. Mais c'est déjà ici une belle carte, hein. Alors, c'est sans doute dû au blindage ici, c'est assez lourd. Alors pour info, je l'ai alimenté en 5 volts, hein, on retrouve facilement ici l'alimentation. Et apparemment les afficheurs affichent 0,0 et c'est tout ce que ça fait. Donc, alors ce que je pourrais faire, mais je ne l'ai pas fait, c'est mettre quelque chose sur le port série ici, voir s'il se passe quelque chose. Mais bon, ce truc-là, enfin, encore une fois, tout seul comme ça, c'est pas très simple de savoir à quoi il servait exactement, ni le protocole. Pire, si ça se trouve, c'est un protocole binaire, on n'a aucune chance de faire quoi que ce soit. Donc, le but là, c'est, on va dire, un petit peu plus comme ça, nostalgique, didactique. Maintenant, cette carte, quand même qu'elle marche, ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse bien parce que je vous montrerai très prochainement, j'ai reçu l'option analyseur logique, hein, du Siglent, et je vais vous la présenter, et je pense que c'est une très bonne occasion justement d'aller mettre les sondes sur ce truc-là, ça va donner la possibilité de voir des vrais signaux, parce que c'est vrai que souvent quand on monte des analyseurs logiques, bon, on met un compteur, on met un truc, c'est pas très intéressant. Là, on va mettre carrément des sondes, par exemple, sur le bus ici des mémoires, aller regarder les signaux de validation, et comme ça on va pouvoir voir un petit peu vraiment des applications, on va dire vraiment pratiques, ici d'un analyseur logique. Donc voilà, nous joignerons l'utile à l'agréable. Et bien voilà donc pour cette présentation. Tiens, Maurice, comment vas-tu Maurice? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me poser une question? Ah, vas-y, je t'écoute. Quel est le poids idéal de Maurice V2? Écoute, je sais pas, pourquoi tu me demandes ça? C'est quoi alors? 1,5 kg avec l'urne. Il va falloir que vous appreniez à vous entendre, hein. J'ai accepté de te garder en vie ou de te fusionner avec lui. C'est pas pour que ça soit la guerre, hein. Bon, Maurice V2, j'en parle. Et c'est vrai que j'ai pas encore trouvé trop le temps de m'en occuper. Mais t'y couperas pas, hein. Ouais, tu peux faire le cake, t'y couperas pas. Enfin bon. Donc voilà pour cette vidéo de ce soir. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Que le grand Logicus, dieu des analyseurs logiques, vous fasse de beaux chronogrammes et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.